Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la recherche de soi et plus particulièrement aux métamorphoses du moi dans la peinture et la photographie. Nous allons voir quelles sont les réponses que les peintres et les photographes ont apportées à la question « Qui suis-je » ? La notion de recherche de soi est indissociable du concept de conscience de soi. Or, à partir de la Renaissance, dans l'Europe humaniste, ce qui est au centre du monde, ce n'est plus Dieu, mais l'homme. Peu à peu, l'homme s'affirme, et avec lui, l'identité personnelle devient une préoccupation majeure. La Renaissance humaniste valorise les capacités rationnelles du sujet. Mais un être humain ne se réduit pas à ses capacités rationnelles. Il est aussi pourvu de sentiments, d'émotions, et il a la capacité de partager ses émotions. Partir à la recherche de soi, c'est donc aussi explorer sa sensibilité. Cette recherche de soi, qui implique à la fois un travail rationnel et une exploration de la sensibilité, prend la forme de l'autoportrait dans l'art. En effet, la peinture mobilise aussi bien l'œil que la main, elle associe la réflexion et l'émotion. L'occasion pour nous de découvrir certains des plus célèbres autoportraits dans la peinture et la photographie. Mais que se passe-t-il lorsqu'un peintre ou un photographe veut faire son propre portrait? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. L'autoportrait au gant d'Albrecht Dürer. Sur ce tableau, l'artiste inscrit de manière ostensible 1498, je l'ai peint à ma ressemblance, j'avais 26 ans, Albrecht Dürer. L'artiste se peint en homme sûr de lui. Il se représente comme un artiste à la sensibilité affirmée et confirmée, qui a réussi grâce à ses talents de peintre. Plus exactement, c'est son statut de peintre et de peintre renommé qu'il revendique dans ce tableau. C'est sa position sociale privilégiée qu'il affirme. Il témoigne aussi, à travers son élégance, de la haute image qu'il a de lui-même et de sa condition d'artiste. La fenêtre monumentale qui sert de décor sert à affirmer à la fois sa richesse et son identité de peintre. En effet, à la Renaissance, l'artiste considère la peinture comme une fenêtre ouverte sur le monde. En ce sens, on peut y voir une mise en abîme et un indice de son appartenance au monde des peintres. D'autre part, le paysage représenté dans la fenêtre fait aussi allusion à un paysage italien. L'artiste revendique ainsi l'héritage et l'influence de la Renaissance italienne. Il rappelle au spectateur qu'il a reçu une formation solide en Italie. Il rappelle aussi que l'artiste a pour mission d'ouvrir le spectateur au monde et à la beauté de la nature. C'est ce qu'enseigne le théoricien Alberti en 1435. On retrouve le motif de la fenêtre dans de nombreux tableaux de la Renaissance. Conscient de sa valeur, l'artiste l'est aussi de sa beauté, qu'il affiche et met en scène afin de souligner sa sensibilité. D'où le caractère un peu précieux, que l'on pourrait qualifier même de dandy si l'on se risquait à un anachronisme. Il se représente en tous les cas en gentilhomme riche et cultivé. Ses traits sont purs et fins, sa chevelure, qui tombe en cascade avec de longues boucles sur ses épaules, souligne sa sensualité et sa féminité. Cela ne veut pas dire pour autant que le peintre est efféminé, mais c'est une manière de revendiquer sa sensibilité et son goût pour l'art. Cette revendication de l'amour de la beauté
apparaît également à travers les vêtements fins et délicats en soie, ainsi qu'à travers ses gants qui protègent ce qu'un peintre a de plus précieux au monde, ses mains. La recherche de soi par Dürer se traduit par une mise en scène de soi par soi. Cette mise en scène met en valeur la réussite sociale, autrement dit le moi social. Cependant, le moi se réduit-il à son statut social ? N'y a-t-il pas une part de mystère dans le moi qui échappe au statut social ? C'est ce que nous allons voir grâce au prochain autoportrait. Autoportrait en jeune homme de Rembrandt. Partir à la recherche de soi, c'est peindre un état d'âme. Pour Rembrandt, il doit y avoir une correspondance entre la lumière et l'être. Plus exactement, l'état physique correspond à un état d'âme. Partir à la recherche de soi, c'est chercher la vérité sur soi. On a l'impression que l'artiste cherche à découvrir la vérité sur lui-même. Qu'est-ce que le moi ? Un mystère insondable. Le clair-obscur souligne en tous les cas une vérité fondamentale. Le sujet est un mystère à lui-même. L'artiste adolescent, qui n'est plus un enfant et qui n'est pas encore un adulte, ne sait pas qui il est. Il est une énigme à lui-même. D'où l'utilisation d'une lumière sombre et l'impression d'avoir saisi ses propres traits de manière impromptue ou instantanée. On peut aussi admirer le courage de l'artiste qui ose affronter sa part sombre, sa beauté, mais aussi sa laideur. On découvre petit à petit que l'art sert aussi à sonder son âme, à en explorer les mystères, voire la part maudite. Dieter Appelt, autoportrait au miroir. L'autoportrait est pris de dos, en plan serré. Le photographe semble coincé entre l'objectif et le miroir. En se mettant en scène face au miroir, le photographe rappelle au spectateur la différence entre l'être et l'apparence, entre soi et la représentation de soi. Plus précisément, l'être ici n'est qu'une représentation. Nous ne saisissons de nous-mêmes qu'une image, qu'une représentation. Et l'artiste n'est pas dupe, il n'est pas fasciné par l'image qu'il renvoie de lui-même. Ainsi, cet autoportrait n'est pas du tout le fruit d'une tentation narcissique. Le photographe a conscience de la différence entre l'être et l'apparence, entre soi et le reflet de soi. D'où la buée qu'il produit à l'aide de son souffle. Pour comprendre la démarche de l'artiste, il faut retourner au mythe de Narcisse, dont le peintre italien de la Renaissance, Caravage, a donné une représentation saisissante. On retrouve le mythe antique de Narcisse dans le livre 3 des Métamorphoses du poète romain Ovide. Dans ce livre, Ovide raconte que Narcisse est un très beau jeune homme. La nymphe Écho tombe amoureuse de lui, mais Narcisse la repousse. Écho décide alors de se venger, elle souhaite que Narcisse finisse par mourir d'une passion inassouvie. Un jour, après une rude journée de chasse, Narcisse souhaite se reposer dans une clairière, près d'une source. Assoiffé, il décide de s'abreuver à cette source, et en se penchant sur cette source, Narcisse aperçoit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Fasciné, il ne peut détourner le regard de son reflet. Son propre reflet le fascine. Il passe plusieurs heures à se contempler et désespère de ne pouvoir saisir sa propre image. Narcisse en oublie de boire et de manger et il finit par dépérir de cette passion qu'il ne peut assouvir. Le Caravage met en scène le moment où Narcisse découvre son reflet. Il semble tout d'abord ne pas se reconnaître dans la source. L'image est divisée en deux, horizontalement, par la ligne de séparation entre la terre et l'eau. Narcisse est baigné de lumière.
il semble surgir de l'obscurité. Tout repose sur le principe du clair-obscur. Son double semble fragilisé dans la pénombre. On a l'impression que le double est prêt à disparaître à tout moment. Narcisse contemple son reflet et s'y délecte. Sa main gauche s'apprête à toucher le reflet. Il veut le caresser. Sans quitter son reflet des yeux, Narcisse veut passer de la contemplation à l'étreinte. Les deux mains de Narcisse rejoignent celles du double. Ensemble, les deux personnages forment une unité circulaire. Et le centre de cette unité est le genou déshabillé de Narcisse. Ce cercle fait penser à un œil. Comme chez Dürer, le peintre met en scène ce qui entre en jeu dans la peinture, le regard, l'œil du peintre. Par ailleurs, le destin de Narcisse est scellé à celui de son double qui s'apprête à retourner au néant d'où il vient. Le genou de Narcisse constitue le pivot de ce cercle entre le jeune homme et son double. Le genou, turgescent, associé au genou gauche, recouvert d'un vêtement, marqué étrangement par une fente en son milieu, indique la pulsion sexuelle de Narcisse. Narcisse se laisse abuser par son reflet. On voit donc que l'autoportrait du photographe est une prise de position par rapport au mythe de Narcisse. Le photographe, par opposition à Narcisse, refuse de succomber à la fascination de son reflet. L'être ici s'exprime à travers son souffle. Or, souffle se dit pneuma en grec et désigne à l'origine l'esprit ou l'âme. Partir à la recherche de soi, c'est donc partir en quête de son âme. Et l'âme est aussi vitale et insaisissable qu'un souffle. Comme dans le tableau de Dürer, le marbre traduit la nature artistique du projet photographique. Comme dans l'autoportrait de Rembrandt, tout repose sur un effet de contraste entre la blancheur du visage et l'obscurité du pull et du fond noir. Ce contraste met en valeur le visage qui essaie de saisir son âme à travers son souffle. Mais il met en valeur également les ténèbres qui l'environnent, afin de souligner l'idée selon laquelle le sujet demeure une énigme à lui-même. Le moi est un mystère insondable. La recherche de soi par Rembrandt et par Dieter Appelt aboutit à la peinture solitaire d'un état d'âme. Le sujet, seul face à lui-même, apparaît comme un mystère insondable. Le soi est insaisissable. Mais pour savoir qui on est, il apparaît souvent nécessaire d'interroger non seulement son rapport à soi, mais également son rapport aux autres. Les autres contribuent à ma construction personnelle. Autrui est une structure fondamentale de mon identité. C'est ce que nous allons voir dans le prochain autoportrait. Louise Vigée-Lebrun, Madame Vigée-Lebrun et sa fille Jeanne-Lucie, 1789. Cette œuvre se caractérise d'abord par une impression de douceur et d'harmonie. Les visages sont illuminés d'une lumière chaude et douce. Les couleurs sont tendres. Les deux visages se rapprochent au point de constituer une seule unité centrale, renforcée par la ressemblance des traits. À travers cet autoportrait, Élisabeth Vigée-Lebrun affirme sa double identité. Qui suis-je ? Je suis une femme et une peintre, une mère aimante et une très grande artiste. L'identité personnelle d'Élisabeth Vigée-Lebrun est indissociable de son art et de son amour pour sa fille. Sa fille fait partie de son identité personnelle. Tout se passe comme si la petite Jeanne-Lucie était une structure fondamentale de l'identité d'Élisabeth. Par ailleurs, on peut penser qu'en affirmant ainsi son identité, à la fois maternelle et artistique, Élisabeth Vigée-Lebrun affirme sa réussite. Elle revendique son droit au bonheur en tant que femme et en tant qu'artiste. La douceur de son pinceau est la victoire d'une femme qui a su s'affirmer et s'épanouir dans une société qui considère que la femme n'est qu'un être intermédiaire entre la nature et les hommes. En s'affirmant comme artiste et comme mère,
Élisabeth Vigée-Lebrun se présente par excellence comme une créatrice qui goûte au bonheur. Édouard Bouba, autoportrait avec Léla. Édouard Bouba est un photographe humaniste, c'est-à-dire que l'être humain, dans sa vie quotidienne, est au centre de ses préoccupations et de son objectif. Et l'environnement a autant d'importance que le sujet. D'où le soin apporté ici au décor qui révèle le cadre de vie intime du photographe. Comme Dürer en son temps, c'est d'abord le statut de l'artiste qui est affiché ici, avec le miroir monumental, finement ouvragé, et la mise en valeur de l'appareil photographique. Plus exactement, le geste de l'artiste est mis en scène. On voit le photographe appuyant sur son appareil. Le miroir n'est plus un simple reflet, il permet de dévoiler l'artiste en train de créer. L'autoportrait dévoile le processus de création. Et l'artiste se met en scène comme Élisabeth Vigée-Lebrun avec l'être aimé. Ici, c'est l'amour conjugal qui est mis en avant. Qui suis-je ? Je suis à la fois un artiste et un amant. Et on ne peut ni me définir, ni me comprendre si l'on fait abstraction de mon art et de mon amour pour Léla. La photographie et Léla font partie de moi. Elles constituent mon être. L'art et l'amour ne font qu'un. L'amour de la photographie et l'amour pour Léla se confondent. Cette unité s'exprime également à travers le soin apporté au décor. La rangée bancale de livres, les fleurs éparses, le miroir simplement posé contre le mur traduisent un amour libre dans une chambre ou un studio d'étudiants. C'est une relation bohème qui a la fraîcheur, la spontanéité, la douceur et la sincérité des premiers amours. L'amour n'est pas clamé de manière explicite, il est plutôt suggéré de manière pudique et intimement rattaché à la création artistique. Ainsi, la figure féminine et le photographe constituent une même structure pyramidale. L'appareil photographique est au centre de l'image, mais Léla s'inscrit dans la même diagonale que l'appareil photographique. Et la position du cadrage par rapport au miroir attire le regard du spectateur vers la droite, autrement dit vers Léla. C'est une manière de souligner le rôle de muse de la jeune femme. Léla est la muse inspiratrice d'Édouard Bouba. Les deux visages sont illuminés par la même lumière. Les amants se retrouvent dans l'amour de l'art. L'art sublime leur amour et leur identité. Le photographe et sa muse, concentrés, semblent être à l'affût de cette lumière qui les sublime et qui les entoure dans un halo de douceur. La beauté de l'être aimé est également soulignée par la présence de fleurs à chaque angle de la photo. La fleur au premier plan est l'exacte symétrique de Léla. Cet autoportrait pudique nous émeut parce qu'il exprime par petites touches la douceur de l'art et de l'amour. La recherche de soi par Élisabeth Vigée-Lebrun et par Édouard Bouba aboutit à une mise en scène de l'amour maternel ou conjugal. Mais à quoi ressemble la recherche de soi quand le peintre ne trouve son bonheur ni dans la famille, ni dans la société de son temps ? C'est ce que nous allons voir avec le prochain autoportrait. Paul Gauguin, autoportrait au Christ jaune. Au cours du XIXe siècle, l'invention de la photographie et l'industrialisation bouleversent le monde de l'art. On ne peut plus peindre avec le simple désir de reproduire la nature visible de la manière la plus réaliste possible. La peinture doit puiser sa légitimité dans l'exploration d'autres voies, d'autres démarches. Si la peinture avait seulement pour objectif et pour intérêt de reproduire de manière réaliste la nature visible, alors un simple appareil photographique suffirait. Ainsi, certains artistes ne se reconnaissent plus dans le milieu bourgeois qui triomphe avec la révolution industrielle et qui célèbre le confort matériel, les progrès de la science et de la technique. Ces artistes ont l'impression de vivre dans une société hypocrite, conformiste et injuste.
La société industrielle a un rapport purement instrumental et utilitaire au monde. Le monde est vu uniquement comme un gisement de ressources à exploiter. Tout semble se réduire aux échanges marchands. Certains artistes, au contraire, sont soucieux de préserver un rapport poétique et contemplatif au monde. Le monde n'est pas perçu par les artistes comme une source de profit. Le monde est perçu par les artistes comme une source de beauté, suscitant la contemplation et l'émerveillement. C'est pourquoi ces artistes, qui ne se reconnaissent pas dans la société industrielle et marchande, partent s'isoler. Paul Gauguin est un de ces artistes. Agent de change, Paul Gauguin est ce que l'on appellerait aujourd'hui un trader. Il fait fortune dans le monde de la finance. Mais à 38 ans, il traverse une crise existentielle qui le pousse à quitter sa femme et ses 5 enfants pour partir développer son art dans un petit village de Bretagne, à Pont-Aven. Là-bas, loin de l'agitation parisienne, il ressent le besoin de creuser au-delà de la réalité visible, pour projeter sur la toile la complexité de son moi. L'œuvre de Paul Gauguin peut être interprétée comme le chemin solitaire d'un homme à la recherche de son identité perdue. Son autoportrait au Christ jaune illustre la complexité d'un être qui part à la recherche de soi. Plus exactement, il y a plusieurs tableaux dans ce tableau. On peut parler de mise en abîme, puisque l'artiste s'est représenté au centre, entouré de ces tableaux. Le Christ jaune à sa droite et un cendrier en forme de grotesque à sa gauche, inspiré d'une potiche néo-péruvienne. Les couleurs utilisées sont les 3 couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Le visage, tourné vers le spectateur, est également orienté vers la céramique rouge en forme de grotesque. Le peintre a composé son tableau à l'aide de grands aplats de couleurs cernés de noir pour souligner les formes. Ce style correspond à ce que Gauguin appelle le synthétisme. L'artiste cherche à faire la synthèse entre le cloisonnisme et l'art primitif. Ce que cherche à mettre en valeur l'artiste, c'est d'abord l'expression de ses sentiments. Et pour être le plus fidèle possible à ses émotions, il faut s'inspirer de techniques ancestrales ou primitives, d'où la forme grotesque en rouge qui fait penser à un masque exotique, d'où aussi la ligne noire qui cerne les formes, qui fait référence aux vitraux médiévaux ou aux estampes japonaises que les artistes européens sont en train de découvrir. Paul Gauguin admire l'art primitif, car cet art est le produit d'une civilisation qui n'est pas corrompue par la société moderne, technique, industrielle et capitaliste. On voit que la ligne noire cerne les formes, à l'image des estampes japonaises et des vitraux médiévaux, et on reconnaît bien ici le pot de tabac en forme de masque grotesque correspondant à l'art primitif. Mais pourquoi Gauguin s'est-il représenté entouré de ces 2 œuvres précisément? Regardant le spectateur, mais tourné vers le masque grotesque. Tout se passe comme si l'artiste se sentait attiré par la figure grimaçante, qui peut représenter aussi bien la culture primitive que des forces obscures, voire infernales. Les couleurs sont sombres et évoquent peut-être la part maudite du peintre, sa part secrète et tourmentée. Ce masque grimaçant et grotesque représente la part secrète et ténébreuse de son moi. Cette attirance pour la représentation primitive annonce le futur départ de Gauguin pour les îles Marquises, en Océanie, loin de la civilisation européenne. C'est aussi une manière d'affirmer sa part sauvage et son refus d'une société soumise à l'argent. Mais l'artiste se représente également illuminé par le Christ. En effet, la lumière sur son front s'inscrit dans la même diagonale que le regard du Christ. Le visage du Christ est tourné vers le peintre. Le jaune est lumineux et rassurant, et on a l'impression que Jésus protège de ses bras l'artiste. Jésus est alors vu comme une source de réconfort, de consolation et d'espérance. Et en se représentant avec le Christ, l'artiste affirme bien sûr sa foi. Mais la lumière sur son front rappelle également
la supériorité intellectuelle et spirituelle de l'artiste. Et la représentation du Christ n'est pas anodine. Il s'agit du Christ agonisant, crucifié au jardin des Oliviers, trahi et abandonné par tous. Plus exactement, le rapport entre le Christ et le peintre est un rapport d'analogie. De même que le Christ a sacrifié sa vie à l'amour, de même, l'artiste sacrifie sa vie à la beauté. Et ce sacrifice est source d'incompréhension et de souffrance, d'où la position du peintre entre la figure grimaçante et le visage du Christ. Dès lors, on peut considérer que cet autoportrait est un triple autoportrait. Chaque partie du tableau représente une partie de soi. Le moi est mis en scène comme tiraillé entre la haine et l'amour, entre le Christ et les forces obscures, entre la lumière et les ténèbres. Il se présente aussi en martyr d'une société industrielle, capitaliste et marchande, qui ne comprend ni l'art ni les artistes. Le peintre se présente comme une victime de la société qui est aveugle aux vraies valeurs de la création. La société capitaliste, productiviste, industrielle et marchande est une entrave à la recherche de soi. Cependant, la société capitaliste, marchande et industrielle n'est pas la seule entrave à la recherche de soi. D'autres épreuves font obstacle à la recherche de soi. Les échecs amoureux, les accidents de la vie, la maladie sont des épreuves redoutables qui malmènent le moi. Mais toute la force des artistes réside dans leur capacité à dépasser leurs souffrances en les affrontant, en les extériorisant grâce à la représentation. L'art est une sublimation de la souffrance qui permet de comprendre qui on est. C'est ce que nous allons découvrir avec l'autoportrait suivant. Frida Kahlo, la colonne brisée. Fille d'un Allemand et d'une Mexicaine, Frida Kahlo se prépare à des études de médecine quand elle est victime d'un terrible accident de bus alors qu'elle n'est âgée que de 18 ans. Le bus dans lequel elle était montée a percuté un tramway. Au moment du choc, la colonne de bus à laquelle elle s'était accrochée a transpercé la jeune Frida. Pour raconter son accident, Frida utilise l'image de la corrida afin d'en souligner la violence. La main courante me transperça comme l'épée transperce le taureau. C'est cet accident qui va la pousser à peindre. À peine sortie de l'hôpital, elle reste immobilisée dans un lit à baldaquin. À sa demande, on lui installe un miroir, un chevalet et une boîte de couleurs. La peinture pour Frida Kahlo est une thérapie qui prend la forme d'un dialogue avec elle-même. Le monde de Frida Kahlo est un monde de souffrance et de désolation. La vie est une série d'accidents qui malmènent le corps. Toute sa vie, Frida Kahlo affronte des opérations, des fausses couches, une amputation et une maladie congénitale. C'est pourquoi elle se représente au milieu d'un désert, autrement dit, au milieu d'un paysage désolé. Les larmes expriment bien sûr la souffrance causée par la colonne brisée. Le corset fait référence à son immobilisation, mais symbolise aussi tous les obstacles à la connaissance de soi et au bonheur. Le corps est déchiré et la peau trouée de clous. L'artiste se représente en martyr chrétien, puisque les clous ne sont pas sans rappeler la crucifixion du Christ. Peindre ces souffrances permet cependant au sujet de réagir et de ne pas subir. C'est la preuve que le moi ne se réduit pas à un corps. Le moi implique une chair et un esprit. Exprimer son rapport à la chair permet à l'esprit de se manifester. Ainsi, la recherche de soi est une conquête de soi. Parce que se chercher, c'est puiser en soi la force de surmonter la douleur et c'est permettre à l'esprit d'exprimer sa puissance créatrice. C'est pour cela que l'artiste se représente debout. Elle tient debout alors que son corps est brisé. Cela traduit une force inouïe. Mais partir à la recherche de soi, c'est aussi accepter ses fragilités,
reconnaître ses faiblesses. Qui suis-je ? Je suis un corps souffrant, un moi accidenté. Ce sont mes déchirures et mes cicatrices qui me racontent. Qu'est-ce que le moi ? C'est d'abord un sujet fragile. Alors que la mise en scène du statut social insiste souvent sur les idées de force, de puissance, de grandeur, d'ambition et de supériorité, ici, le dévoilement du moi intime exhibe la fragilité. Et c'est la reconnaissance de cette fragilité, à la fois intime et charnelle, qui fait la grandeur du tableau de Frida Kahlo. Il semblerait qu'à chaque fois qu'un artiste se représente, il fait face à quelque chose qui le dépasse. Le monde chez Dürer, l'obscurité du moi chez Rembrandt et Dieter Appelt, l'amour maternel chez Elisabeth Vigée-Lebrun, l'amour conjugal chez Édouard Bouba, les origines de la civilisation et du mal chez Paul Gauguin, l'origine de la souffrance chez Frida Kahlo. Et ce qui dépasse le sujet, quand il part à la recherche de soi, est un mystère insondable. Tout se passe comme si à chaque fois que l'artiste partait en quête de soi, il faisait face à une énigme absolue et sans limite. Dans la recherche de soi, le sujet fait face à l'infini. C'est ce que nous allons voir plus précisément avec l'autoportrait en 2 dimensions de Kazimierz Malevich. Né à Kiev, en Ukraine, de parents polonais, dans la Russie tsariste du XIXe siècle, Kazimierz Malevich est un des premiers artistes abstraits du XXe siècle. Pour cet artiste et théoricien de l'art, la peinture a pour mission de scruter des territoires inaccessibles à l'œil. C'est ainsi qu'il signe le tout premier autoportrait abstrait de l'histoire de la peinture. Pour Malevich, la peinture n'a pas pour vocation de répéter la nature visible. Il ne s'agit plus de reproduire la réalité visible de la nature extérieure, matérielle, physique et biologique. Il s'agit désormais de dévoiler la réalité invisible de notre intériorité. L'artiste recherche l'expression du sentiment pur dans l'art. Et le sentiment pur est supérieur à toute autre réalité matérielle. C'est pourquoi Malevich appelle son art du suprématisme. Il consacre la suprématie du sentiment pur sur la réalité extérieure, matérielle et objective. Et pour accéder au sentiment pur, il faut libérer la peinture du poids de la matérialité. D'où l'utilisation de formes géométriques comme le carré, qui est supérieur à la nature physique puisqu'il n'existe pas dans la nature. Les formes géométriques semblent se déployer pour créer leur propre harmonie sur un espace blanc. Cet espace blanc est l'image de l'infini pour Malevich. Libéré de toute représentation, le peintre nous plonge dans une abstraction absolue. La couleur n'est pas soumise à un objet ou à une réalité extérieure. La couleur est travaillée pour elle-même afin de donner une autonomie à la peinture vis-à-vis de la réalité extérieure et matérielle. La peinture devient ainsi pure sensation. La peinture ne reproduit plus des apparences, elle est une quête de l'essence des choses. Partir en quête de soi, c'est donc partir en quête du sentiment pur, qui fait signe vers une réalité invisible et infinie. Le soi est une essence infinie. En conclusion, comme nous l'avons vu avec Dürer, la recherche de soi est une mise en scène de soi. Cette mise en scène de soi est une affirmation de sa sensibilité. Mais Rembrandt nous apprend que cette mise en scène de soi est une exploration infinie, sans cesse recommencer, car le moi est en mutation perpétuelle. Soumis au flux du temps, le moi varie en fonction des âges de la vie. De plus, le moi ne se réduit pas à sa représentation sociale. Le moi possède une part de mystère insondable. Le moi est une énigme.
Aussi, partir en quête du moi, c'est avoir le courage de traverser les apparences et de dépasser la simple fascination narcissique, comme nous le rappelle le photographe Dieter Rappelt. Pour cela, il faut aussi interroger son rapport aux autres et au monde. En effet, on ne peut pas saisir ce qu'est le moi sans comprendre les relations qu'il tisse avec les autres et avec le monde. L'altérité est une structure fondamentale de l'identité. L'amour pour mes proches et mon attirance pour l'ailleurs me constituent. C'est ce qu'enseignent les œuvres d'Elisabeth Vigée-Lebrun et d'Édouard Bouba. Partir à la recherche de soi implique également de ne pas subir son environnement ou sa vie. Une société uniquement tournée vers le profit est aveugle à la beauté du monde et aux sentiments. Paul Gauguin le sait mieux que quiconque. De même, il faut avoir le courage d'affronter sa laideur, ses souffrances et ses fragilités pour partir en quête de soi. L'œuvre de Frida Kahlo témoigne de ce courage. Ce qui signifie que la recherche de soi est aussi une conquête de soi et une construction de soi par soi. Enfin, l'exploration du moi en passe par l'exploration du sentiment pur. Se rechercher, enseigne Malevich, c'est donc aussi partager ses sentiments. Dans Le Tiers instruit, Michel Serres écrit ceci. Tout est manteau d'arlequin, même la substance, même le thème, même le sujet, même le moi, même le roi, même le soleil, même les substantifs. La singularité s'éparpille, l'unité se multiplie. Au cœur du sujet, il y a la diversité, la multiplicité. L'être se caractérise avant tout par sa variété. L'être n'est pas une structure immobile, identique et fermée. Le moi est mouvant, bariolé et ouvert. Le moi, soumis au flux temporel et à la variété des environnements, est semblable au manteau d'arlequin. Polymorphe, complexe, mobile, varié, le moi est multiple et change en permanence. Ainsi, le verbe être n'est pas forcément le meilleur mot pour désigner le moi. Le moi n'est pas, il évolue, il change, il se métamorphose. Le moi est relation. Il se constitue à partir des relations qu'il tisse avec les autres et avec le monde. En somme, le moi est semblable au manteau d'arlequin dont nous pouvons voir une représentation ici grâce au tableau d'André Derain intitulé Arlequin et Pierrot, exposé au musée de l'Orangerie à Paris. Cette vidéo consacrée à l'autoportrait dans l'histoire de l'art, la peinture et la photographie est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de m'avoir suivi. Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de noter le code qui s'inscrit sur votre écran et de jouer au quiz. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur l'espace numérique de travail. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.